Moussa Niakhaté, ça fait maintenant 4 ans et demi que tu as quitté le FC Metz pour Mainz. Comment ça va depuis le temps? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Bah, c'est vrai que j'ai pas vu le temps passer parce que mon année Messine, bah, je m'en souviens comme si c'était hier, voilà, avec mes anciens coéquipiers, avec la saison qu'on a vécue, etc. Donc c'est vrai que le temps passe très vite et ça fait peur. Mais on a le sentiment que tu es comme un poisson dans l'eau dans cette équipe de Mayence. Tu en es même devenu le capitaine. Raconte-nous un peu comment tu es monté en grade d'une certaine manière. Non, c'est vrai que je suis arrivé, bah, j'avais 22 ans. Ouais, j'avais 22 ans. Donc voilà, je découvrais un nouveau championnat, un nouveau pays. Donc forcément, c'est tout le monde dit souvent dans le monde du foot qu'il faut un temps d'adaptation. Moi, franchement, je suis très vite adapté. J'ai très vite, bah, j'ai voulu directement montrer mes qualités parce que je sais que j'en ai. Et voilà, c'est ce que j'ai fait très vite. Et très vite, j'ai toujours été titulaire ici. J'ai toujours, match après match, mois après mois, j'ai senti une progression parce que j'ai toujours eu cette envie d'apprendre. Et aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, maintenant, ça fait 3 ans et demi. C'est ma quatrième saison, comme tu le dis, ouais. Et ouais, j'ai pas vu le temps passer, mais je suis content de ce que je fais. Il y a pas beaucoup de francophones en plus dans le vestiaire de Mainz. Il y avait l'ancien Messin Gaëtan Bussmann, il y a de ça quelques saisons. Avec qui tu traînes le plus de temps en dehors du terrain ici? Bah, en fait, c'est vrai. Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de francophones. Il y avait Gaëtan, on a fait une saison ensemble. Il y avait Jean-Philippe Mateta, il y avait voilà, il y en a eu beaucoup durant la saison. Il y a eu Pierre Gabriel qui est à Brest aujourd'hui. Il y a eu Fernandez qui est un Suisse, donc qui parle aussi français. Il y a Koundé, un Cameroun. On était vraiment énormément. Jean-Philippe Gébamin qui était à Lens avant, qui est aujourd'hui à Everton. Donc on était énormément. C'est vrai que plus les années sont passées, moins on est. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis le seul. Et non, ouais, j'ai eu beaucoup, j'ai créé beaucoup de liens avec beaucoup de personnes ici, même si c'était pas forcément des Français. Il y avait Quaison, le Suédois, l'international suédois. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et ici, de toute façon, c'était un peu comme à Metz. Je me suis entendu avec tout le monde. Et, euh, et ça se passe très très bien. Et comment ça se passait avec Gaëtan Bussmann? Est-ce que vous parliez un petit peu FC Metz entre deux matchs de Bundesliga? Bah, on en parlait chaque semaine, forcément, parce que lui, et voilà, et c'est un grand grand messin. Voilà, je sais qu'il est très 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 attaché, d'autant plus à cette ville, à ce club où il a vraiment grandi là-bas. Donc on en parlait tout le temps, parce que c'était la saison où Metz était justement redescendu en Ligue 2, donc ils ont gagné le titre, donc forcément on en parlait très souvent, on a encore beaucoup de connexions et de connaissances là-bas, donc on en parlait tout le temps, il me parlait de ses années Messine, avec les joueurs qu'il a fréquentés, moi également, donc oui, on en parlait tout le temps. Vous faites, On débriefait même les matchs de Metz. on va vous embaucher comme consultant alors. Et il Bon, faut, il faut, il faut. vous faites une saison plutôt sympa cette année. Vous êtes dixième à seulement 3 points des places européennes. Ça va être quoi l'objectif pour vous sur cette fin de saison? Bah, pour l'instant, on va pas changer les objectifs. Voilà, la saison dernière, on a vécu une saison très compliquée où on a fait une grosse, grosse deuxième partie de saison. Si on la faisait pas, bah, on aurait été en deuxième division. Voilà, la saison suivante, tu peux pas venir et dire que tu vas jouer l'Europe. C'est tout simplement impensable. C'est impensable. Donc, on fait la saison qu'on doit faire sur la continuité de la deuxième partie de saison avec le nouveau staff qu'on a, mais on se met pas de pression. Voilà, on se met pas de pression. Bien sûr, chaque match, on les commence pour les gagner. Bah, de toute façon, je suis le capitaine et c'est comme ça que ça se passe. Et voilà. Après, si on se reparle dans 4 mois et qu'on il reste 3 4 matchs et qu'on est à la même position, qu'on a à 2 points des places européennes, là, je vais tenir un tout autre discours. Tu fais bien de parler justement de la saison dernière. Il me semble que vous avez attendu 8 matchs pour remporter votre premier match de Bundesliga. Comment est-ce que le groupe il a vécu cette saison difficile? Est-ce que toi, l'expérience que tu as eue à Metz, ça t'a aidé pour l'opération maintien? Exactement. Et même avant Metz, j'étais à Valenciennes et à Valenciennes aussi, on luttait énormément pour se maintenir dans la division. C'était une saison très compliquée. On a mis, comme tu l'as dit, 8 matchs à gagner le premier match. Et après ça, il y a encore eu un long moment pour regagner des matchs. Donc on avait 5 points à la trêve. Donc voilà, c'était compliqué. Et les statistiques parlaient et disaient que toujours que un club à 5 points à la trêve, ça descend pour sûr. Donc on s'est mis en mode commando. Il y a eu un changement d'organigramme dans le club. Il y a eu changement de coach, changement de directeur sportif, changement de, c'est pas président, mais si on le qualifie comme ça dans football français, on appellera président.
tout a changé et une nouvelle mentalité est arrivée, une nouvelle façon de travailler est arrivée. Et ça nous a souri parce que je pense, c'est la manière qu'il nous fallait et on a engrangé des points et ça nous a fait du bien. C'est clair, c'est clair. Et puis ça fait du bien de vous voir en Bundesliga. Vous avez, enfin, toi, tu n'as passé qu'une saison à Metz, pas la plus facile en plus, mais pourtant ici, si on interroge les gens, on se souvient de toi comme un très bon défenseur. De ton côté, qu'est-ce que tu retiens de l'expérience FC Metz dans son ensemble? Ben, c'est au FCMS que j'ai découvert la Ligue 1. Voilà, je pense que quand on est jeune et qu'on grandit en France, on pense qu'à la Ligue 1. Et j'ai réussi à vivre ce rêve avec le FCMS. C'était pas gagné parce que quand je suis arrivé, je savais dans quelles conditions j'arrivais. Quand je suis arrivé au FCMS, c'était forcément oui, en tant que défenseur central, mais on m'avait clairement dit que je venais en tant que quatrième défenseur central. Donc, euh, donc voilà, on se dit qu'on va pas forcément jouer, c'est ce que beaucoup de personnes auraient pensé, mais moi je suis un challenger. Je savais très bien dans quelles conditions je venais. Et moi, si je venais, c'était pas pour rester sur le banc, regarder les autres jouer, c'était pour m'imposer. C'était le challenge à relever. Et au final, j'ai fait 35 matchs sur 38. Donc, je suis très content, moi, de mon parcours à FCMS. Bien évidemment, collectivement, ça ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu, malgré les gros joueurs qu'on avait, le bel effectif qu'on avait. Mais voilà, moi, j'ai appris. J'ai appris parce que même dans cette saison où j'ai tiré mon épingle du jeu, j'ai fait des très, très belles performances. J'ai fait aussi des erreurs. Et j'ai appris de mes erreurs personnelles, mais aussi d'une opération maintien, du stress d'avant-match, de l'envie de ne pas vouloir décevoir nos supporters qui sont là, eux, depuis des dizaines d'années, pour certains. Voilà, vivre le maintien, c'est dur, mais c'est une expérience. Et malheureusement, cette descente, bah oui, j'en ai appris beaucoup, j'en ai tiré beaucoup d'enseignements. Avec le recul, qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi pendant cette saison 2017-2018? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Un coup. Bah, forcément, en fait, ce qui nous a plombé, c'est le début de saison. Là, tu parlais avec Mayence, on a mis 8 matchs pour gagner le premier match. Que je dis pas de bêtises, nous c'était à Angers, je m'en souviens très bien, mais je crois que c'était à la 6e ou 7e journée. Et avant ça, c'était 100% de défaite, mais pas de nul. Donc 0 points au bout de 6-7 journées. Ça plombe vraiment un championnat. Il y a le contre-exemple parfait, parce qu'avec Mayence, on a réussi à se maintenir. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas parce qu'on avait l'effectif, on avait les joueurs pour, mais c'est vrai qu'on faisait beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup d'erreurs de concentration, des erreurs trop graves pour espérer se maintenir dans le grand championnat qu'est le championnat français. Bon, parmi les moments heureux de la saison, il y a eu la victoire 3-0 dans le derby face à Strasbourg. Toi, t'en gardes quel souvenir de ces matchs-là, de ces derbies contre Strasbourg? Ah bah, comme tu l'as dit, il y a cette belle victoire en décembre, juste avant les vacances contre Strasbourg, où voilà, on avait à cœur de faire plaisir aux supporters. Et après, il y avait le match retour aussi, le 2-2 où je suis dans la polémique. Donc ouais, non, c'est des très gros derbys. Voilà, quand j'étais dans le Nord, je savais que c'était un derby, mais je savais pas que c'était aussi chaud. Et franchement, un super derby avec une ambiance particulière. Et moi, je suis très content de ne pas avoir perdu ce derby. Tu parles du match retour, là. Est-ce que tu peux nous parler de ce penalty là, que tu obtiens à la Méno? Dans mes souvenirs, il y a un petit micmac. Ouais, non, en fait, c'est une action, on a un coup franc, excentré, donc je monte forcément. Et voilà, c'est vrai, comme tu as dit, il y a un micmac, il y a un petit cafouillage. Je suis au duel avec Koné, défenseur Koné, le défenseur burkinabé. Et l'arbitre siffle penalty. Et il s'avère qu'après, quand on voit la vidéo, c'est moi qui touche la vidéo. Il n'y avait pas la VAR à ce moment-là, mais quand on voit les replays après le match, que c'est moi qui touche la balle de la main. Mais c'est vrai que dans l'action, ça va très vite. Au cours de cette saison compliquée, tu as pu côtoyer Philippe Inchberger pendant quelques mois. Comment tu décrirais l'homme et l'entraîneur que c'était? Bah, déjà l'homme, parce qu'il faut toujours parler de l'homme, de l'humain, c'est le plus important. Un humain franchement fantastique, d'une gentillesse. Moi, j'ai jamais vu un coach comme ça, voilà, une gentillesse incroyable, déconneur, mais aussi très très présent pour ses joueurs parce qu'il prend vraiment soin de ses joueurs, c'est ça que j'ai vu. En tant que coach aussi, très bon coach, une excellente vision du football. La chose qui est réelle, c'est vrai que ça n'a pas marché, ça fonctionnait pas, on n'arrivait pas à engranger des points. Et c'est malheureux, mais des fois c'est comme ça, le foot. Ça ne veut pas dire que le coach est mauvais, ça ne veut pas dire que les joueurs sont mauvais, c'est que
des fois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et malheureusement, dans le monde du foot, on sait très bien comment ça se passe, hein. Quand ça ne fonctionne pas, la première personne qui est attaquée, c'est le coach. Ça devait être un crève-cœur quand il est parti, quand il a dû partir à cause des mauvais résultats. Bah, la chose, on n'est pas naïf. Quand on perd 3, 4, 5, 6 matchs d'affilée, on sait que ça va arriver. Donc nous, en tant que joueurs, on se dit non, on peut pas, on va pas abandonner le navire après 6 journées déjà. Et la saison précédente, les joueurs qui étaient présents, ils avaient vécu une très très belle saison avec des très beaux matchs. Donc c'est ça, c'est vraiment ça. On voulait vraiment se battre pour lui, on l'a fait. Sauf que ouais, l'explication, je l'ai pas, mais c'est vrai que les résultats n'étaient plus là malheureusement. Mm. Et oui, c'est toujours difficile que quand tu fais une pré-saison tous ensemble, qu'un membre du club parte, un membre de l'effectif parte. Et là, c'était le coach et son staff. Bon, tu as répondu un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu suis encore les résultats du FC Metz et est-ce que tu as encore des contacts avec des coéquipiers de l'époque? Ben voilà, notamment parce que j'ai encore des contacts, j'ai encore Farid, Boulaya, il y a Opa, on se parle tous les jours, mais quand je dis tous les jours, c'est réel, c'est pas une expérience, on se parle tous les jours, parce qu'on se connaissait déjà, on était formés ensemble à Valenciennes. Mm. Donc voilà, c'est un vrai frère. Donc oui, donc forcément, je regarde encore les résultats du FC Metz, d'une, parce que j'aime le foot, je regarde toujours le foot, et surtout parce que, comme tu as dit, j'aime beaucoup ce club et j'ai encore des amis là-bas. J'ai aussi fréquenté le coach Antonetti quelques semaines. Voilà, donc Mathieu Udol, etc., etc. Donc je peux pas tous les citer, mais oui, bien évidemment, je suis encore parce que j'ai des amis, mais aussi parce que j'aime ce club et voilà. Je vais te parler d'un garçon. Bon, il est plus jeune que toi, mais il est gaucher comme toi. Il est défenseur comme toi. Il a joué à Valenciennes comme toi. Il a le même nom que toi à une lettre près. Est-ce que ça te parle? Sikou Niakate. Exactement. Est-ce que c'est un joueur que tu as eu l'occasion de voir évoluer, voir grandir? Et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Il me semble qu'on a été sous le couleur de Valenciennes 2 ans ensemble. 1 ou 2 ans, je sais plus. Peut-être un an, peut-être un an. Donc oui, je l'ai fréquenté. Après, c'est vrai qu'on a 3 ans de différence et qu'on n'était pas au même moment, quoi. Quand il est arrivé au club, j'étais déjà en pro. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec lui, de rigoler. Voilà, c'était une très bonne relation que j'ai avec lui. Voilà, moi, partout où je suis passé, j'ai gardé des contacts. Et il en fait partie. Il en fait partie. Et ouais, non, c'est assez fou. C'est assez fou. Même poste, même tout ça. Mais non, on n'est pas de la même famille. Et c'est ce que je dis très souvent. Et est-ce que tu as été tenté, même si vous n'êtes pas de la même famille, à être comme une sorte de grand frère, parce que vous avez un petit peu enfin, pas le même jeu, mais c'est les mêmes zones, c'est les mêmes, c'est le même poste. Tu as été tenté de le chaperonner, toi, quand tu étais à Valenciennes avec lui? Bah, en fait, moi, j'ai toujours été. Quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé apprendre des anciens. Alors, j'écoute. Moi, quand il y a un ancien qui me parle d'expérience football, je peux en parler des heures parce que je bois les paroles de ces gens-là parce que c'est vraiment. C'est de l'apprentissage, quoi. Et moi, quand il y a aussi un plus jeune que moi qui vient me poser des questions, quoi que ce soit, ben, je vais donner. Je vais donner parce que je pense que faut pas garder les choses pour soi. Et c'est ce que j'ai pu faire parfois, pas toujours, mais parfois avec Sikou. Parce que forcément, Sikou, il arrive, je crois qu'il a eu 19 ou 17 à Valenciennes, bah, il voit un professionnel. Quand à cet âge-là, tu rêves juste de devenir professionnel. Donc forcément, il vient discuter avec moi et moi, je suis très accessible. Donc le feeling est très très vite passé entre lui et moi, même jusqu'à aujourd'hui, on continue à se parler, quoi. Sikou, c'est un bon gars et c'est un très bon joueur et moi, je lui présage un très bon avenir. C'est bien sympathique en tout cas. Pour en revenir au FC Metz, si tu devais choisir, quel serait ton meilleur et ton pire souvenir à Metz? Meilleur souvenir, bon, je vais en dire deux quand même. Bah, forcément ma signature, parce que je signe dans un club, grand club français, et c'est un aboutissement. Voilà, découvrir la Ligue 1, c'est forcément magnifique. Découvrir aussi des coéquipiers. Moi, comme je dis, je suis un amoureux du foot, donc je les connais tous. Les Yann Jouffre quand il était à Lorient, Renaud quand il était à Saint-Étienne, Nolan quand il était au LOSC. Moi, j'étais au LOSC aussi, mais en plus jeune. Mathieu, Manu Rivière, tout ça. Moi, je les connais en fait. Je les connais oh, quand j'étais petit, je les regardais à la télé. Donc, c'est magnifique. Donc, forcément, il y a ce moment-là de la signature. Après, dans la saison, en fait, dans la saison, moi, j'ai vécu collectivement, en fait. Collectivement, tout ce qu'on a vécu, mais aussi individuellement. Tous les jours, je vivais un rêve, en fait.
tous les jours, je viens un rêve, peu importe qu'on joue contre Guingamp, qu'on va jouer contre le PSG, qu'on va jouer contre Reims. Bon, c'était fou de me retrouver sur les terrains de Ligue 1, de passer sur Bein, c'était fou, sincèrement, c'était fou. Et donc, forcément, quand on croise le PSG, quand on joue contre Monaco, franchement, la première titularisation contre Monaco, c'était quelque chose. C'était quelque chose, il venait d'être champion de France, c'était vraiment quelque chose. Donc, ouais, en fait, il y a tellement de bons souvenirs, je pourrais t'en citer énormément. Après, forcément, il y a la victoire dans le derby. Voilà, il y a ces matchs-là, mais c'est vrai que aussi une belle victoire contre Nice, contre Saint-Étienne, ça c'est des moments qui resteront mémorables, des bons moments qu'on a passés dans le vestiaire, avec Flo Mollet, avec Opa, avec Manu, et avec Nolan. Franchement, c'était un vrai bon groupe et je suis vraiment triste qu'on soit pas maintenu. Et forcément, le pire moment, c'est quand c'est officiel et que mathématiquement on est relégué. Ça, c'est une très grosse blessure. Hmm. Bon, pour en revenir à un sujet plus Bundesliga, bon, à l'inverse de la France, les stades en Allemagne, ils sont pleins tous les week-ends, quoi, quasiment. Toi qui connais les deux championnats, est-ce que tu pourrais l'expliquer? Est-ce que tu as un début de réponse à ça? Hum, bah, je sais pas comment l'expliquer parce que dire que les Allemands sont plus passionnés de foot que les Français, ça serait mentir. Voilà, les Français, on est foot et après c'est vrai que ici, je pense il y a sur les 18 équipes, je pense qu'il y a 17 nouveaux stades. C'est que des nouveaux stades. Quand je dis nouveaux stades, c'est qu'ils sont venus pour la Coupe du Monde 2006 et qu'il y en a qui sont venus en 2012, 2011 comme Mayence, 2014, encore Fribourg qui est leur nouveau stade Ouais, depuis 4 mois. En fait, voilà, je pense que c'est ça qui ramène un peu d'envie aux supporters de venir, ce football moderne, même en deuxième division, il n'y a que il y a que des nouveaux stades. Je pense qu'il y a ça, et il y a une mentalité aussi allemande, là, sans faire de comparaison, mais une mentalité vraiment où les gens sont passionnés, ils attendent que ça de toute la semaine. Ils bossent toute la semaine et le week-end, leur moment d'évasion, c'est au stade, c'est en famille, c'est le moment du week-end, c'est vraiment en famille, c'est quelque chose de familial. Je ne dis pas qu'en France ça l'est pas, mais je pense que, du moins en Allemagne, qui est autant de monde, je pense que c'est l'une des raisons. bah, tu me parles de nouveaux stades. D'ailleurs, t'en penses quoi là de l'évolution là qui se fait petit à petit de Saint-Symphorien? Je suppose que t'as pu suivre de loin. Moi, ce que je pense, c'est important que, c'est pas important, mais moi j'ai toujours préféré qu'il y ait des nouveaux stades, qu'ils soient modernisés, etc. C'est normal. C'est normal parce que voilà, le foot change, etc. Mais j'ai toujours préféré quand c'était les stades qui restent, ça reste au même endroit. On veut l'agrandir, on le fait. Mais le fait de détruire tout un stade, de réécrire une histoire, moi je suis toujours un peu moins fan en fait. Je suis toujours un peu moins fan de ce que fait le PSG avec le Parc des Princes de grandir, ce que Marseille a fait avec le Vélodrome, ce que Metz est en train de faire avec Metz, pardon, avec Saint-Symphorien. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire, c'est ce que je préfère, c'est tu gardes l'histoire parce que les gens qui sont venus il y a 50 ans, qui sont encore là, voilà, ils ont toute la mémoire de ce qui s'est passé quand Metz était à l'époque en Ligue des Champions, ils jouaient contre Barcelone. C'est ça, en fait. Le fait de détruire un stade, bah, en fait, tu détruis un peu les souvenirs. Donc, je pense que c'est très intelligent ce qu'ils font. Sympa, sympa. Donc pour en revenir sur enfin, que ce soit en Ligue 1 ou en Bundesliga, hein, quels sont les attaquants qui t'ont donné le plus de mal dans ta carrière? Plus de mal. Alors, je pense à la Ligue 1. Non, forcément, nous, quand on joue le PSG à domicile, c'est la première de Cavani, Neymar et Mbappé ensemble. Mbappé, je crois, il vient de signer depuis 4 jours. Voilà, c'était forcément attrayant, c'était forcément voilà, quelque chose, quoi. Après, je me souviens que Falcao était un très bon attaquant parce que c'était pas forcément physique, mais c'était forcément l'intelligence du placement. Cavani, c'était pareil aussi. Donc, ouais, en France, même il y en avait d'autres aussi qui étaient compliqués à jouer. Ajorc est aussi pas évident à défendre avec son style. Donc ouais, je dirais un peu ça. Forcément, après, en Allemagne, tu les connais, hein, tu vois, il y a Lewandowski. Contre nous, même, il a toujours, je crois, il n'y a qu'une rencontre qu'il n'a pas marqué contre nous. Voilà. Je dis pas qu'il faisait ses meilleurs matchs, mais il marquait tout le temps. Donc, un attaquant, je lui demande de marquer, c'est ce qu'il faisait. Haaland aussi, bah, forcément, un attaquant aussi compliqué à manœuvrer. Bon, pour en revenir à un sujet plus centré Bundes, tu penses quoi des gens qui disent que les défenses en Bundesliga sont moins bonnes que dans d'autres championnats européens? Est-ce que c'est réel ça ou alors
c'est juste une philosophie qui est différente, où tu es plus exposé justement quand tu es défenseur. Comment tu le vis, toi? Bah ouais, c'est un peu ce que tu viens de dire sur la fin, en fait. C'est qu'en fait, c'est pas question de défense, c'est question de mentalité et de façon de jouer. En France, j'y ai joué. Voilà, il y a des équipes qui, voilà, à la fin du match, ils font 0-0, ils sont contents. Et voilà, ils ont fait le match qu'on a fait, on a pris un point, on est resté bloc bas tout le match, dans notre surface. Voilà. En Allemagne, c'est pas possible. Tu peux jouer, tu peux être la plus petite équipe du championnat, tu vas aller jouer à Munich, au Bayern, ils vont aller chercher, ils vont aller presser. Donc forcément, quand tu vas presser face à des équipes très techniques, ben, tu t'exposes. Si tu arrives à récupérer la balle très haute, tu as 2 chances sur 3 d'avoir une très grosse occasion. Par contre, derrière, si ils arrivent à sortir du pressing, il y a des boulevards. Donc forcément, tu es plus exposé, comme tu viens de le dire. Forcément, tu cours vers ton but, c'est différent. C'est forcément plus facile de rester bloc bas, tu vas être moins exposé, tu as moins d'occasions. Donc c'est forcément ça. Les défenses, bien évidemment. Mais, et justement, c'est plus... bah, j'apprends encore plus en fait. Parce que je suis dans des situations compliquées, face à des joueurs rapides, face à des joueurs puissants. Des fois, tu es en 4 contre 3, c'est toi qui es 3, t'es 3 défenseurs. Tu dois essayer de trouver des solutions pour pas encaisser. Bah forcément, le fait d'être dans le dur, dans des situations compliquées en match, avec une intensité folle, comme il y a en Bundesliga, bah, tu apprends encore beaucoup plus vite et tu te développes beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que tu vois, pour moi, beaucoup de défenseurs centraux allemands, quand ils sont là, après, soit ils signent au Bayern ou à Dortmund, ceux qui ont du talent, mais d'autres, ils signent en première ligue, ils sont dans des top clubs anglais. L'exemple, je vais te donner l'exemple d'Upamecano, qui est à Valenciennes, qui signe à Salzbourg, après qui va à Leipzig et qui est au Bayern aujourd'hui. Ibrahima Konaté, qui est à Sochaux, qui va à Leipzig, il est à Liverpool aujourd'hui. Et je peux des exemples comme ça, ben, je peux t'en donner, mais bon, tu vois, beaucoup. Mais ça prouve que l'Allemagne, quand tu arrives à répondre justement à ces situations compliquées, bah forcément, tu vas taper dans l'œil. C'est marrant parce que les deux joueurs que tu me cites, c'est deux Français. Et depuis quelques années, la Bundesliga, c'est le nouvel Eldorado des joueurs français, des jeunes Français qui cherchent du temps de jeu. Qu'est-ce qui- Qu'est-ce qu'il y a de si bien en Allemagne pour qu'ils viennent justement, ces jeunes-là, pour Mais toi? la confiance, ils ont confiance aux jeunes. Ils ont confiance aux jeunes. Moi, je vais donner un exemple bête, hein. Quand Metz, bon, on est relégué, même durant la saison, comme je fais une bonne saison, forcément, il y a des intérêts. Il y a des intérêts de clubs français, je te parle. De très bons clubs français, des intérêts qui manifestent l'intérêt. Une fois que la saison est finie et que le mercato arrive, bah, ceux qui mettent l'offre, qui mettent sur la table, bah, c'était pas des clubs français. Pourtant, ils étaient très intéressés par moi, des appels, etc. Mais ceux qui ont mis les offres sur la table, c'est des clubs anglais, clubs allemands. C'est des confiances aux jeunes français qui ont été dans nos centres de formation. Bah, on va leur faire confiance. Mais après, en France, il y a une mentalité où très longtemps, bah, dès que tu devais choisir entre un Français ou un, je sais pas, Brésilien ou autre chose, bah, ils vont prendre le Brésilien, qui n'a même pas l'expérience du championnat français. Alors qu'eux, l'Allemagne, bah, ils sautent dessus, ils sautent sur l'occasion. Ok, bah attends, lui, on va le prendre. On l'a vu, il a été très bon en Ligue 1. Bon, on va le prendre. Ici, on va le faire jouer, on va lui faire confiance. Il va faire des erreurs, ils le savent. En venant qu'on va faire des erreurs. Mais on va continuer à lui faire confiance, il va continuer à jouer, et on sait qu'il va se développer parce qu'on a vu son potentiel. Et c'est ce qui se passe. Et en Mm. France, malheureusement, bah, ils vont te regarder toute la saison, ils vont être très très confiants, ils vont voir tes qualités, ils vont un truc, mais après, s'ils doivent choisir entre toi et un autre, un étranger, bah, très souvent, bah, ils le font. Mais c'est une politique et c'est un choix, je critique pas du tout. Mais je t'explique juste pourquoi. Eux, par contre, les Allemands, ils vont faire confiance et ils vont prendre les Français. C'est ouais, en tout cas, ça marche en plus pour les jeunes Français.